Ben Patrick, merci pour l'introduction. C'est déjà la moitié des choses que je voulais dire, présenter l'équipe, ce qu'on faisait. Donc, c'est ça, on est à notre 5e saison télé présentement à RDI. On vient aussi de lancer un balado, comme l'a dit Patrick, on écrit des articles sur le web. Euh, c'est sûr qu'au début, c'est un projet de vérification de faits, surtout les décrypteurs. Donc, on voyait ce qui était viral sur Internet et on se concentre vraiment sur ce qui est sur le web. On ne va pas vérifier des déclarations de politiciens, par exemple. On se concentre sur ce qui circule sur Internet, sur ce qui est viral. Donc, au départ, c'est vraiment de la vérification de faits. Ça, c'est vrai, ça, c'est faux, faites attention. Et on expliquait un peu notre processus pour trouver ces informations-là. Un de nos principes, c'est qu'on veut être transparent dans ce qu'on fait. On veut que les gens puissent eux-mêmes, avec nos articles, aller voir les étapes qu'on a suivies pour se rendre à ce verdict-là, disons. Mais avec le temps, la mission s'est un peu élargie. Disons, maintenant, on s'intéresse beaucoup au phénomène web en général et on essaie d'outiller les gens sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux aussi. Donc, si on parle d'arnaque ou de toutes sortes de choses, de choses excusez-moi, de choses de ce type-là. On essaie d'outiller les gens aussi avec des ateliers, des activités et d'autres initiatives comme celle-là. On vient de lancer un balado, comme l'a dit Patrick, sur Radio-Canada Audio et sur YouTube. On fait aussi des vidéos sur TikTok. Donc, on essaie vraiment d'aller joindre le public sur toutes les plateformes où est-ce qu'il se trouve parce que, bon, c'est le fun de parler aux gens à la télé, aux gens qui s'informent déjà, aux gens qui vont déjà sur le site de Radio-Canada pour lire des articles, mais on essaie d'aller sur d'autres plateformes aussi pour parler aux jeunes, parler aux gens qui ne s'intéressent pas nécessairement aux médias traditionnels en allant directement à la source. Surtout que maintenant, on est bloqué sur Facebook, sur Instagram. Il faut aller chercher les gens où est-ce qu'ils sont. Donc, notre approche en vérification de faits, je pense qu'il y a beaucoup de médias de vérification qui vérifient énormément d'informations qui circulent. On voit des vérifications de tout et de rien. Il y a plusieurs raisons pour ça. Une d'entre elles, c'est qu'il y a des médias partenaires avec Facebook qui sont rémunérés à chaque fois qu'ils publient une vérification de faits. Nous, on essaie de privilégier ce qui est le plus viral, notamment parce que notre équipe est assez petite, fait qu'on ne peut pas vérifier tout ce qui circule sur le web. On a des critères de viralité, combien de fois est-ce que c'est partagé, à quel point est-ce que ça a circulé, à quel point est-ce que l'information est dommageable ou dangereuse aussi. Pendant la COVID, surtout, on a fait beaucoup de vérifications de faits spécifiques parce que c'était un cas où c'était important justement de donner l'information aux gens, de donner les faits scientifiques aux gens. Mais dans des contextes comme ce qui se déroule présentement au Proche-Orient, c'est difficile de vérifier tout ce qui sort parce qu'il y a tellement une déferlante de désinformation sur les réseaux sociaux présentement. Vous l'avez tous vu, vous avez tous lu peut-être des articles à ce sujet-là. Si on parle de Twitter, TikTok, on ouvre ça, il y a des images de tout et de rien. On ne sait pas trop où regarder. Donc, nous, depuis la semaine dernière, ce qu'on a essayé de faire, c'était surtout d'outiller les gens, de leur dire, ben, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en voyant une information, une image, quelles étapes qu'ils devraient suivre pour pouvoir vérifier l'authenticité de ces images-là, vérifier la source, partager des concepts comme les biais cognitifs, donc rendre les gens conscients finalement de la manière qu'ils consomment l'information, de comment ils peuvent être biaisés en la regardant et surtout expliquer comment l'information circule. Ce qu'on fait aussi beaucoup à notre émission, à notre balado, c'est analyser comment l'information circule sur le web. Je vais parler un peu de nos initiatives. Voilà. Donc, on a plusieurs capsules explicatives sur YouTube et des articles aussi explicatifs sur des concepts comme les biais cognitifs, passer au peigne fin les détails d'une image, les bots sur les réseaux sociaux, comment vérifier l'authenticité d'une source. On a un article à Radio-Canada qui nous présente toutes sortes de capsules sur YouTube et plusieurs articles individuels pour ça. On a aussi le robot de la désinformation qui a une version robotisée d'Alexis Delancer, notre animateur, qui présente toutes sortes de petits ateliers thématiques sur le côté. Vous les voyez, donc identifier les sources fiables, qu'est-ce qu'une fausse nouvelle, la vérité derrière une photo. Et on aura aussi une nouvelle version de ce robot-là qui va sortir sous toute réserve la semaine prochaine. Je ne suis pas certain encore, mais ça devrait être très bientôt. On a mis ça à jour, ça fait plusieurs années déjà que c'est sorti. C'est très utilisé dans les écoles. On a beaucoup de commentaires de professeurs qui nous disent qu'ils présentent ça à leur classe, qui laissent leurs élèves jouer avec ça par la suite. C'est très interactif. Des exemples concrets, on montre des images, on explique toutes les étapes pour se rendre à comment vérifier ces images-là. On donne plusieurs exemples aux gens. Donc, c'est bon pour tous les âges. On a des commentaires, beaucoup des écoles, mais aussi des gens qui écoutent notre émission, qui s'en servent. Là, c'est sûr que, je dirais, c'est peut-être un peu
pardonnez l'anglicisme, c'est un peu outdated au moment où on se parle. Donc, cette nouvelle version-là va ajouter beaucoup de choses en lien avec l'IA, par exemple, parce qu'on sait maintenant, avec les outils d'IA qui sont à la disposition de tous, ben, la désinformation est plus facile à produire. Donc, on peut produire des images en quelques instants avec une simple commande. On peut cloner des voix avec un échantillon de seulement une soixantaine de secondes. C'est pas encore parfait, tout ce qui touche à l'IA générative, au deepfake et tout ça, mais c'est pas obligé d'être parfait pour tromper les gens. Donc, c'est important d'outiller les gens pour ça, et c'est sûr que ça, c'est un défi pour les prochaines années. Et c'est aussi c'est pas juste un défi parce que c'est difficile à détecter, mais c'est aussi parce que les gens pourront se servir de ça pour nier que quelque chose est vrai. Donc, vous avez tout entendu parler, par exemple, de la fameuse histoire des bébés décapités en Israël. Je ne vais pas refaire la chronologie de tout ça, mais on a vu que à la fin de tout ça, le gouvernement israélien a sorti des photos de bébés décédés avec en très mauvais état, disons. Et ces images-là, par la suite, une fois qu'elles ont été diffusées sur Twitter, des gens les ont passées dans des détecteurs d'images IA et on dit, vous voyez, ça dit que c'est généré par IA, donc c'est faux. Mais finalement, même ces détecteurs-là sont imparfaits. Le créateur de ce détecteur en question a dit ben non, en analysant l'image, je ne vois aucun signe que c'est le cas. Donc, non seulement l'IA sera utilisée pour tromper les gens, mais pour convaincre les gens que des choses sont fausses. Ça va ajouter à la confusion dans tout ça et c'est important d'outiller les gens pour ça. Comme je le mentionnais, on est aussi présent sur d'autres plateformes. Le balado décrypteur, on est rendu à 3 épisodes jusqu'à maintenant sur YouTube et sur audio. On pense que ce sera très important pour aller rejoindre un public qui ne s'informe pas nécessairement auprès des grands médias. Donc, à date, c'est un pas pire succès, je dirais. On essaie de parler de manière plus décontractée du web, de la désinfo, du genre de travail qu'on fait. Et je pense que c'est vraiment ça le plus grand défi, c'est d'aller chercher ces nouvelles générations-là, où est-ce qu'elles sont, surtout que l'information n'est pas nécessairement favorisée sur les réseaux sociaux présentement. J'ai déjà parlé du blocage de Facebook, mais même avec des plateformes comme TikTok, le défi, ce sera pour les médias de mettre leur contenu là-dessus et pouvoir par la suite diriger les gens vers leur plateforme. C'est des choses qui restent sur la plateforme. C'est difficile. C'est sûr qu'il y a des impératifs économiques à tout ça. Donc, c'est difficile pour les médias de être présents sur leur plateforme et que ça leur profite directement. Donc, ça va être un défi pour les années à venir, mais je pense que c'est important si on veut mettre de l'avant l'éducation aux médias, d'être là-dessus et d'outiller les gens. Vous voyez là une capture d'écran d'un TikTok qui a été publié hier au sujet de ce qui se passe au Proche-Orient présentement. Il y a aussi l'application Radio-Canada qui a récemment une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle En Bref, où est-ce qu'on a aussi des vidéos verticales de la sorte pour aller chercher un plus jeune public. Donc, je pense que ça pourra aussi être utile à ce niveau-là. Ce qu'on ne voit pas sur l'image, c'est que les décrypteurs étaient aussi présents au World Press Photo cette année et l'an dernier, où est-ce qu'on a laissé une place aux vérificateurs de faits. Et là aussi, c'était des ateliers thématiques, interactifs, où est-ce qu'on expliquait, par exemple, comment des images peuvent être manipulées. On avait aussi un atelier sur l'IA et d'autres principes aussi en désinformation, comme le recyclage de désinformation, les fausses nouvelles zombies, etc. Là aussi, on a eu beaucoup de bons feedbacks des gens. Et on espère que ça a peut-être pu conscientiser certaines personnes. Ou sinon, Nicolas, dis-moi, en termes d'impact, êtes-vous capable de mesurer un peu l'impact des décrypteurs avec des statistiques qui ne seraient pas confidentielles? Est-ce que vous savez un peu le nombre de visionnements des vidéos sur YouTube, par exemple, ou sur TikTok, ça ressemble à quoi comme auditoire? Sur TikTok, c'est assez variable. C'est sûr qu'on mettait aussi les vidéos sur Reels, sur Instagram, jusqu'à ce que ce soit bloqué aussi. Ça peut être dans les dizaines de milliers. Là. Je pense qu'on a qui se sont rendus à comme 50-60 000 vues sur chacune des plateformes. Les balados, les chiffres d'audio, je pense pas que je peux les dévoiler. Mais là, notre dernier épisode de la semaine dernière a 6 000 vues sur YouTube. C'est pas énorme, mais pour un balado québécois, c'est déjà un pas pire début, je pense. Et pour aller chercher ce public-là qui ne s'informe pas sur nos plateformes, je pense que c'est un bon début. Sinon, pour ce qui est de nos articles, c'est sûr qu'en général, quand on va faire une vérification de fait, c'est quelque chose qui est assez viral. C'est souvent très consulté.
ce qu'on me dit, c'est que c'est souvent dans les plus consultés de la journée quand on va publier sur quelque chose de viral. Donc, on pense que oui, il y a un impact. La marque, maintenant, les gens y font confiance. Je pense qu'on a su faire notre marque avec la marque. Mais sinon, notre émission atteint un auditoire d'à peu près 100 000 personnes à chaque diffusion, disons. À Donc, RDI? à RDI, donc on diffuse le samedi et le dimanche. C'est très variable, ça aussi, de semaine en semaine. Mais voilà. Très intéressant. Est-ce qu'il y aurait des questions du public? Et je voulais rappeler aux gens, pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, Meta bloque depuis quelques mois l'accès à toutes les nouvelles de partout dans le monde et du Canada sur Facebook, sur Instagram, dans Threads, ça va commencer très bientôt. Ça, c'est une loi fédérale C-18 qui entre en vigueur le 19 décembre sur un éventuel partage des redevances avec les médias d'information. Et Google pourrait bloquer également d'ici le 19 décembre l'accès à toutes les nouvelles, également aux archives des 30 dernières années dans Internet. Donc, un très gros enjeu pour les médias d'information. Question, monsieur, et une dernière question en ligne avant d'aller à la perspective helvétique sur l'éducation aux médias. Monsieur, présentez-vous, s'il vous plaît. Pierre Mondor, professeur au Cégep Montmorency en médias. Merci pour votre présentation. Merci pour votre émission. Merci. J'aimerais savoir si vous avez un plan marketing, un plan de mise en marché. Si vous laissez ça dans les mains de Radio-Canada, est-ce que c'est Radio-Canada qui s'engage à diffuser la... Oui, c'est pas entre nos mains, le marketing, certainement. Par contre, le balado qu'on vient de sortir cette année, c'était une initiative vraiment que l'équipe voulait faire. On a eu beaucoup de soutien à l'interne à Radio-Canada pour faire ça. Donc, il y a tout un plan de diffusion avec ça. J'ai confiance que ça va bien se passer. Mais non, c'est ça. Nous, on a déjà les mains pleines avec le travail journalistique qu'on fait. Si je devais faire du marketing, en plus de ça, je ne sais pas quand est-ce que j'écrirais ou je produirais une émission. Merci. Merci. Je vais prendre une question en Zoom. Marc, est-ce que tu pourras porter le micro à Roxane pour qu'on entende la question qui nous vient d'un auditeur ou d'une auditrice en Zoom sur la diffusion de l'UQAM qui va se poursuivre jusqu'à 17h40, heure de Montréal, donc 6 heures de décalage avec Paris et 5 heures avec nos amis londoniens. 4 heures GMT, je pense, pas sûr. Le changement d'heure n'est pas fait encore en Europe. Oui, Roxane. Oui, j'inviterai M. Mathieu Robert Sauvé à prendre la parole. Mathieu Robert Sauvé de l'Université de Montréal, chargé de cours. Salut Mathieu. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Bon, écoutez, j'ai l'impression que le fact-checking est une tendance en baisse. Je ne sais pas ce que Nicolas de Rosa peut nous expliquer là-dessus. Il y avait un groupe, une association internationale à un moment donné de vérification des faits. Je ne sais pas où est-ce que ça en est, mais moi, comme observateur de cette histoire-là, j'ai l'impression que c'est un petit peu en baisse à travers le monde. Mais rassurez-moi si ce n'est pas le cas. Ça, c'était ma première question. Je voulais peut-être savoir, en milieu universitaire, on met un peu en doute disons, la quantité de fausses nouvelles qui circulent sur le web. Là. C'est même un concept presque en redéfinition. Donc, j'aimerais ça peut-être avoir votre avis là-dessus. Et peut-être juste un petit peu plus de façon plus technique, j'aimerais ça savoir comment les décrypteurs choisissent les sujets qu'ils vont traiter. Parce que, je ne sais pas, il y a un océan. Et bon, c'est lesquels? Est-ce que vous prenez les plus importantes, celles qui ont le plus d'impact, celles qui ont le plus de risques de faire des dégâts, etc. Donc, c'était ça mes questions. Merci. OK. Je vais commencer par la dernière. Les sujets, on mesure la viralité des informations qui circulent et la dangerosité des informations en question. Donc, on se fait signaler des sujets par le public. Il y a des gens qui écoutent notre émission qui vont nous écrire. Ça, c'est une de nos sources. Mais aussi, on regarde des métriques comme à quel point est-ce que c'est partagé au Québec ou au Canada français ou dans la francophonie, cette nouvelle-là. Donc, on va privilégier des choses en français ou des choses qui circulent beaucoup chez les francophones et qui sont très partagées. Les métriques exactes, c'est difficile de les donner parce que ça dépend des plateformes. Facebook, c'est de moins en moins utilisé. Donc, je dirais que peut-être pendant la COVID, là, sur Facebook, si des vidéos avaient plusieurs dizaines de milliers de vues, plusieurs milliers de partages au Québec sur Facebook, c'est là qu'on choisissait de les vérifier. Sur TikTok, c'est plusieurs fois plus de visionnement qu'ont les vidéos. Donc là, encore une fois, c'est juste c'est quelque chose qu'on voit à force de faire une veille, à force de surveiller certaines communautés. Quand quelque chose circule beaucoup, c'est là qu'on choisit de le vérifier.
Là, pour ce qui est de la baisse du fact-checking, je pense que c'est vrai qu'il y en a de moins en moins. Je pense qu'aussi aux décrypteurs, on en fait de moins en moins. Et il y avait récemment un article dans le New York Times où plusieurs fact-checkers faisaient état du fait qu'ils se questionnaient sur la pertinence de leur travail. Je pense pas que c'est impertinent comme travail, mais comme je disais au départ, je pense qu'il y a beaucoup de fact-checking qui se fait un peu dans le vide pour des choses qui sont pas tout à fait virales. Donc, je pense que l'important, c'est de choisir les choses les plus virales à vérifier. Et souvent, là où c'est le plus utile, c'est quand ça demande un travail journalistique. Donc oui, souvent, on peut le faire avec des données en source ouverte, en allant faire des vérifications simples sur Internet, mais quand ça demande de contacter des institutions, de parler à des gens, de poser des questions à des personnes spécifiques, c'est surtout là, je pense, que c'est très pertinent du fact-checking. Donc oui, je pense qu'il y en a moins. Par contre, l'IFCN existe encore, donc cette association internationale dont tu parlais, Mathieu Robert. Il y a encore énormément de membres, il y a encore beaucoup de travail qui se fait à ce niveau-là. Mathieu Robert, pour te répondre, vérification des faits, c'est le travail de base de tout journaliste. Également. Donc, la vérification des faits se fait quotidiennement. Je regarde juste le travail que l'agence France Presse fait pour Meta, pour Twitter. Reuters fait de même. Je crois que la presse canadienne également fait énormément de vérification des faits. Au Québec, on appelle ça la vérification des faits. Et effectivement, il y en a un peu moins depuis la pandémie, mais la réalité, c'est que pour les agences de presse internationales, c'est leur pain et leur beurre. Et il y a plusieurs programmes de réseaux sociaux qui paient les agences de presse pour faire de la vérification quotidienne. Donc, il y en a encore beaucoup, mais c'est quand même le travail de base de tout journaliste de faire de la vérification des faits. C'est certain. Puis pour la deuxième question qui concernait... les décrypteurs? Non, mais il disait que la quantité de fausses nouvelles qui circulent... Oui, c'est ça. Ben, c'est difficile à mesurer. Je pense que c'est sûr que le phénomène là, des sites web de fausses nouvelles est en baisse. Et ça, c'est lié carrément à comment les algorithmes ont changé. C'est des réseaux sociaux, je veux dire, Facebook a fait des ajustements. On sait que ça, c'était la principale source de fausses nouvelles sur des sites peu fiables. Mais Facebook a fait des ajustements pour limiter la portée de ces sites-là au fil des ans. Donc là, maintenant, c'est souvent des vidéos, des témoignages des gens qui vont parler à la caméra, des photos. Le mot fausse nouvelle est peut-être mal choisi. C'est peut-être plus fausse information, information trompeuse, photos, images trafiquées. Tout ça, là, il y en a une quantité énorme et on est sur des réseaux sociaux maintenant qui roulent à l'image. Si on pense à Instagram, TikTok, les Reels d'Instagram, YouTube, c'est beaucoup de la vidéo et de la photo que les gens consomment maintenant et des plateformes comme Facebook sont en baisse incroyable d'interaction sur de l'information. Donc, c'est juste que ça a changé. Il n'y a plus beaucoup de sites de fausses nouvelles, mais les fausses nouvelles sont ailleurs. Donc, ça, c'est une chose. Et aussi, il y a de plus en plus de témoignages de la première personne, de vidéos, d'informations non vérifiées qui circulent. Donc, oui, il y en a énormément et probablement plus qu'il n'y a jamais eu. Juste finir sur un dernier point, parce que Patrick m'avait dit aussi parler de ma perspective sur les 10 prochaines années en désinformation. Beaucoup de monde vont parler de l'IA comme une des principales problématiques. C'est vrai. Mais je pense aussi que la polarisation sera le premier facteur qui va produire beaucoup de désinformation. On voit que de plus en plus, les gens vivent dans leur propre réalité, se campent de plus en plus dans leurs croyances, dans leurs convictions, et même quand on leur présente des faits, refusent d'y croire. Puis je ne veux pas être pessimiste, mais j'ai de la misère à croire que ça va s'améliorer à ce chapitre-là. Donc, je pense vraiment que la polarisation, c'est le facteur numéro 1. Alors, merci beaucoup à Nicolas De Rosa, journaliste au Décrypteur de Radio-Canada. Et merci à Radio-Canada pour son appui financier au colloque.